Ok, donc la partie de ce cours, donc parmi tous ceux que vous avez les cours du réseau, c'est sur le calcul ab initio des paramètres RMN. Donc, je dis bien de paramètres RMN, on ne va pas juste s'intéresser aux déplacements chimiques, on va essayer de regarder comment on peut calculer l'intégralité des paramètres RMN accessibles à l'expérience. Donc, pourquoi faire ça? C'est essentiellement le fait que quand vous allez être amené à discuter avec des expérimentateurs, si ça vous arrive, la plupart du temps, lorsqu'on fait de la chimie théorique actuellement, on est toujours en contact avec des expérimentateurs. Dans le cas de l'ARMN, mais on pourrait presque dire dans le cas de n'importe quelle spectroscopie, on a un problème d'avoir un spectre de derrière être capable de mettre une structure tridimensionnelle d'une molécule. Alors c'est une discussion qui se fait dans les deux sens. Soit vous partez d'une hypothèse structurale, et à partir de là, vous essayez de voir si votre spectre, donc à partir de maintenant je parle avec de RMN, si votre spectre de résonance est conforme avec cette structure. Ça vous permet d'analyser votre spectre et de comprendre où sont positionnées toutes les bandes. Et inversement, à partir de ces résonances et de la position de toutes vos bandes, de revenir sur une structure hypothétique et comme ça faire des allers-retours entre j'ai une structure, j'ai un spectre, j'ai un spectre, j'ai une structure et on a fini. Le but du jeu étant d'arriver, si possible, à la vraie structure tridimensionnelle de notre système. Alors, en quoi les méthodes de chimie quantique, et là je précise bien, on est dans une approche de chimie quantique. On est obligé de passer par le quantique pour faire de la RMN. En quoi ces approches peuvent être utiles? Il y a trois niveaux d'intérêt. La première, c'est on va dire, le cas classique en chimie théorique, c'est qu'on est là pour aider à l'analyse spectrale. Il y a des bandes qui sont positionnées à certains endroits, il y a des pics qui apparaissent, les expérimentateurs n'arrivent pas à les comprendre. Le but du jeu du théoricien, c'est de dire la résonance que tu vois à tel endroit correspond à telle interaction, telle composé, telle partie de la molécule. C'est donc très largement relié à tout ce qui est interprétation de données expérimentales. Donc, ça peut être aussi, on a un spectre et à partir de ce spectre, je te sors une structure tridimensionnelle que tu ne peux pas obtenir par l'expérience. Des choses qui peuvent arriver, pas tout le temps, mais dans certains cas, on peut en arriver là. Le dernier point qui est, je vous montrerai un exemple demain qui peut être intéressant, c'est le théoricien peut être là pour apporter des données supplémentaires. Dans certains cas, vous verrez en particulier lorsqu'on fait de la RMN du solide, il y a des données qui ne sont pas accessibles à l'expérience. Or, on en a besoin pour pouvoir faire une interprétation digne de ce nom d'un point de vue chimie physique. Et plutôt que de dire c'est bête, on n'a pas accès à ces données-là, donc on ne fait pas, la théorie peut, elle, arriver en support en disant mais attention, nous, par le calcul, on est capable de calculer ces données, et donc on est capable d'apporter les données manquantes et finalement interpréter jusqu'au bout les données expérimentales. Donc, je vous montrerai un exemple sur un système dynamique qu'on avait étudié, où là, sans la théorie, l'interprétation était infaisable, parce qu'il y avait une donnée qui n'était pas mesurée, qu'on est capable de calculer. Alors, je vais passer toute la partie revue, là, donc si vous voulez regarder des bons livres, des bonnes revues d'articles, etc. Alors, en livre, le premier, le Leavitt, c'est vraiment les bases de la RMN, un gros bouquin de RMN, où là, vous allez avoir toutes les bases théoriques de la RMN, mais hors calcul, c'est la base de la base. Et le deuxième livre, Calculation of NMR Parameters, là, c'est un bouquin qui recense toutes les méthodes de calcul RMN et RPE. Résonance paramagnétique électronique, que je ne traiterai pas, mais quelque part, on a certains termes calculés en RMN qui peuvent être intéressants et qui sont utilisés pour le calcul de la RPE. Quelque part, c'est un peu la même chose, on a toujours une interaction avec un champ magnétique. Donc là, vous avez vraiment deux livres bien foutus qui vous permettent d'avoir une vision sur le côté expérimental et vraiment la théorie de la RMN, et une vision sur le côté théorique et application du calcul de chimie quantique sur des données RMN. Les revues, alors elles commencent un petit peu à dater, vous verrez, alors je pense qu'il y en a des nouvelles qui existent là-dessus. Celui de Dios, une revue générale sur le calcul de déplacement chimique, c'est très orienté déplacement chimique, vous verrez, alors que nous on va parler d'autre chose. Celui d'El-Kaker, c'est pareil. Donc ça, je vais passer vite dessus. Pareil sur l'histoire, je vais passer rapidement dessus, c'est pas trop le propos. Si vous voulez faire du calcul RMN, grosso modo, maintenant n'importe quel code de chimie quantique est capable de faire ça. Je dis bien grosso modo. Donc pour ne pas le citer, évidemment, il y a Gaussian, ADF, Dimon, Dalton. Ça, c'est des codes qui vont fonctionner en base localisée, donc qui seront relativement bien foutus pour calculer des systèmes moléculaires. Vous pouvez prendre Castem, Quantum Expresso, et maintenant VAST fait aussi le boulot. C'est pour tout ce qui est plutôt calcul de RMN en conditions périodiques. C'est ce qu'on appelle les approches JPO.
ça marche plus ou moins bien, c'est utilisé. Après, voilà, comme n'importe quelle méthode, il faut faire attention, mais on est capable de faire du calcul RMN dans les conditions périodiques. Donc, en gros, on est capable de couvrir l'intégralité du spectre des systèmes moléculaires traitables d'un point de vue théorique, que ce soit moléculaire ou solide, et voir le liquide, hein, parce qu'avec les systèmes périodiques, on peut traiter le liquide. On peut vraiment s'atteler à étudier ce genre de système. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, lorsqu'on fait de la spectroscopie RMN, en fait, on fait de la mécanique quantique, ça va de soi. Et qui dit mécanique quantique dit hamiltonien. Et dans l'hamiltonien qui nous intéresse en spectroscopie RMN, on va le décomposer en deux parties. Une partie qui correspond à l'hamiltonien interne, donc l'hamiltonien interne, c'est ce qu'il y a ici. Et l'autre partie qui est associée à l'hamiltonien externe, donc c'est les interactions externes, c'est tout ce qui se passe au niveau de l'appareillage. Donc d'un côté, vous avez l'appareillage, donc là vous avez un spectre RMN, c'est un 500 qui est à l'IPBS, je crois. Et à côté, vous avez tout ce qui est phénomène d'interaction qui se situe à l'intérieur de votre système, à l'intérieur de votre molécule, à l'intérieur de votre chaîne. Et donc, il faut discriminer ces deux parties-là. Alors, si je m'intéresse tout de suite à la partie externe, comme ça après on n'en parlera plus, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue, on va dire, externe à mon système moléculaire? La première chose, vu que je mets mon échantillon dans un aimant, vous avez l'effet Zeeman. On a des aimants permanents, et donc la première chose, c'est l'effet Zeeman qui va apparaître, qui sera le même, vu qu'on va travailler avec des aimants qui résonneront toujours avec la même intensité. Donc ça changera. Ensuite, et il ne faut pas l'oublier, vous avez tout ce qui est séquence d'impulsion. Lorsque vous faites de la spectroscopie RMN, derrière vous mettez des séquences d'impulsion, en fait, vous allez induire un certain nombre de... Ah bah ouais, c'est bon. Il va y avoir un certain nombre d'interactions avec vos systèmes qui seront dues à ces séquences d'impulsion. Donc, en fonction du type de mesure que vous voulez faire, vous appliquerez une COSY, une HSQC, une HFBC, etc. Ça, ce sont des termes qui vont intervenir dans votre hamiltonien, mais on injecte ça dans la partie externe. Donc, quelque part, c'est la partie que nous, d'un point de vue théorique, on ne va pas maîtriser. C'est complètement indépendant de la molécule que vous étudiez. Donc moi, vous avez compris, ce qui m'intéresse, c'est de regarder ce qui se passe au niveau des interactions internes. Et au niveau des interactions internes, on a une hiérarchie qui va se mettre en place par rapport, on va dire, à l'intensité de l'interaction. Donc on a 4 interactions. Alors l'effet Zeeman, c'est une interaction qui se situe à peu près aux alentours du mégahertz. Maintenant, on va jusqu'au giga, parce que les aimants les plus puissants à l'heure actuelle dépassent le gigahertz. Mais sinon, on est dans des gammes qui sont de l'ordre de la centaine, 200, 300, 500. L'IPBS, le plus gros qu'il y a sur la place toulousaine, je crois, c'est 700 MHz à l'heure actuelle. Alors maintenant, si on regarde les interactions possibles, on en a 4. Donc il y a le déplacement chimique, donc le chemical shift. Ensuite, il y a l'interaction quadrupolaire, il y a l'interaction scalaire et il y a l'interaction dipolaire. Alors, je vais les prendre par ordre d'intensité décroissante. Alors, la première interaction qui, on va dire, d'un point de vue interne, est l'interaction la plus forte, c'est l'interaction quadrupolaire. Cette interaction, vous verrez que normalement, on est sur des gammes aux alentours du mégahertz. Ce sont les gammes de fréquences qu'on observe. Et quelle information on va pouvoir tirer d'une interaction quadrupolaire? Ça va être essentiellement des informations sur la géométrie ou la variation de géométrie. Alors, ce qui est intéressant aussi de regarder, vous verrez que ça aura un impact plus qu'important sur le calcul qu'on fera derrière, c'est est-ce que mon interaction dépend ou ne dépend pas de mon champ magnétique. Alors, on peut montrer que l'interaction quadrupolaire à l'ordre 1 est indépendante de B0. Si vous voulez pousser un peu plus loin pour des raisons X ou Y, à ce moment-là, on voit qu'à l'ordre 2, on a une dépendance qui est en 1 sur B0. Donc, si on peut au maximum rester à l'ordre 1 dans notre étude, on sera content, parce que à partir du moment où vous injectez le champ magnétique dans vos équations, tout se complique. Donc ça, c'est l'interaction quadrupolaire. Et vous voyez, on est de l'ordre du mégahertz. C'est quelque chose quand même qui est une intensité, vous avez un signal qui va être relativement important. Ensuite, alors il n'y a pas d'ordre de préférence. On a 2 interactions qui vont avoir à peu près une gamme aux alentours du kilohertz ou de la dizaine de kilohertz. Ce sont les interactions de type déplacement chimique ou écrantage chimique et les interactions de type interaction dipolaire. Là, on est à peu près sur des mêmes gammes, que ce soit l'un ou l'autre. Alors, si on s'intéresse à l'interaction de type déplacement chimique, quelle information on va pouvoir sortir de cette interaction-là?
on va dire grosso modo, on va avoir une information sur la coordination et une information sur la nature des premiers voisins par rapport à notre noyau. On commence comme ça à rentrer sur de l'analyse structurale grâce au déplacement chimique. Alors le seul hic, c'est que cette donnée dépend du champ magnétique des zéros. Et finalement, on verra que d'un point de vue théorique, c'est ce qui pose le plus de problèmes, c'est cette dépendance à B0, c'est ça qui fait qu'on a des gros soucis pour le calcul des déplacements chimiques et des crantages chimiques. Si je prends l'interaction dipolaire qui est ici, on va les revoir ensuite une à une. L'interaction dipolaire va vous donner une information sur les distances internucléaires. On va regarder en fait des interactions dipole-dipole. Et la capacité qu'on a à mesurer cette interaction dipolaire vous permet de remonter ensuite à des informations sur des interactions internucléaires et donc des informations d'ordre spatial. Là encore, c'est un élément supplémentaire qui nous rapproche d'une structure tridimensionnelle. Dépendance à B0, aucune. Donc là, on est content, c'est quelque chose qui, d'un point de vue du formalisme mathématique et du formalisme physique, sera simplifié par rapport au déplacement chimique. Le dernier terme qu'on observe lorsqu'on fait de la RMN, c'est le couplage J, donc le couplage scalaire. C'est une interaction qui est relativement faible. Vous voyez, on est de l'ordre de la centaine de Hertz. Bon, ça peut peut-être aller jusqu'à 1000 Hertz ou au-delà, mais on est loin des 10 kHz des interactions de type déplacement chimique ou des interactions dipolaires. Et cette interaction scalaire vous permet d'avoir une information sur la nature des liaisons chimiques et sur les connectivités entre eux. Encore une fois, comme pour le quadrupolaire et le dipolaire, c'est une interaction qui ne dépend pas de B0. Alors, le couplage scalaire, même s'il ne dépend pas de B0, on verra plutôt sur la fin que ça reste quand même un terme qui est très difficile à calculer. Alors, à quoi ça va ressembler? Finalement, d'un point de vue mécanique quantique, vous avez votre système. Alors là, j'ai pris deux systèmes, un système avec un spin nucléaire 1,5, un système avec un spin nucléaire de 3,5. Le premier effet que vous avez, c'est l'effet Zeeman. Donc, le premier effet Zeeman, c'est la levée de dégénérescence qu'on observe. Alors, si je prends le schéma du haut, c'est une levée de dégénérescence des deux états. Ça, c'est juste l'effet de Zeeman, qu'on aura quel que soit le système. Et ensuite, en fonction de la nature de l'interaction qu'on veut observer ou qui est présente dans notre système, on va voir une deuxième levée de dégénérescence, voire une troisième levée de dégénérescence, une quatrième, ça dépend du nombre d'interactions qu'on a, qui va être liée à chacune des interactions. Donc là, par exemple, ici, je vous montre une levée de dégénérescence, une modification des niveaux d'énergie qui est associée à l'interaction des déplacement chimique. Dans le cas de l'interaction quadrupolaire, vous voyez que c'est déjà un peu plus compliqué. Donc le but de l'RMN, c'est de jouer sur ces différences d'énergie. C'est comme toute spectroscopie, on regarde les différences entre états pour essayer de remonter à de l'information structurale ou de l'information chimique. Et lorsqu'on fait de l'RMN, jusqu'à présent, je pense pour la plupart d'entre vous, vous avez abordé le côté liquide de l'RMN. C'est-à-dire que vous êtes plus habitué à des spectres qui ressemblent à la figure qui est à gauche, avec des jolies bandes bien fines, où tout va bien, où on est capable d'avoir ce qu'on appelle une détermination de déplacement chimique isotrope. Là, vous avez un spectre de déplacement chimique C13 isotrope. Il faut savoir qu'il y a un autre monde que l'ARMN du liquide, c'est l'ARMN du solide, qui est ici, qui est certes beaucoup plus compliqué, mais qui est aussi un peu plus riche dans certains cas. En termes d'informations, on s'attardera sur cette partie-là, on est capable de sortir des informations supplémentaires en solide qu'on ne sortira pas en liquide. Donc vous voyez par contre que le spectre est largement beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est un spectre de déplacement chimique C13 en phase solide ou en phase liquide. Alors, si vous êtes dans certaines conditions expérimentales, en particulier là, ce que je vous ai montré, ce que je montre sur le schéma du dessous, c'est un spectre de déplacement chimique proton en phase solide. Sauf que dans un cas, on a l'interaction dipôle-dipôle entre protons qui est présente. Vous voyez que vous avez quelque chose, une interaction dipôle-dipôle ici qui a 10 puissance 6 Hertz à peu près. Donc vous voyez la tête de votre spectre, c'est une grosse patate. Donc, grosso modo, si vous avez ça sur votre spectre expérimental, vous ne pouvez pas en faire grand-chose. Par contre, il existe des méthodes de RMN qui permettent de faire disparaître les interactions. En particulier, il y a des séquences d'impulsion qui vont vous permettre de faire disparaître les interactions dipôle-dipôle. Ou bien, vous allez vous mettre dans des conditions bien particulières expérimentales pour faire disparaître cette interaction dipôle-dipôle. Et le spectre patatoïde que vous avez, tout d'un coup, devient vachement plus fin. Vous avez des pics qui sont fins. Et là, vous pouvez commencer à regarder des choses un peu plus profondes. Donc là, il y a toujours des moyens d'aller chercher de l'information supplémentaire. Et nous, à un certain moment, d'un point de vue théorique, on va être capable d'intervenir à ce niveau-là. Alors, si je prends tout
les termes de mon Hamiltonien magnétique, sauf, on va dire, le terme associé aux impulsions. Mais bon, comme je ne sais pas quel type d'expérience on fait, je ne peux pas mettre un Hamiltonien associé à une impulsion, donc lui, je vais l'oublier. Donc on a 5 paramètres dans l'Hamiltonien. Alors le paramètre Zeeman, vous voyez que si je suis en phase liquide, je suis entre 10 puissance 6 et 10 puissance 9 Hz. Et en phase liquide, ça va être grosso modo la même chose. Alors il faut savoir qu'après, il y a des problèmes de technologie entre les aimants qui fonctionnent en phase solide et les aimants qui fonctionnent en phase liquide. Mais d'un autre côté, vous êtes à peu près à des aimants qui sont sur, comme je disais tout à l'heure, sur une centaine de mégahertz. Si je prends le couplage J, donc l'interaction scalaire, en phase solide, ça varie entre 0 et 10 puissance 3, mais de manière typiquement, on est à peu près à 10 puissance 2 Hz. En phase liquide, on aura la même chose, 10 puissance 2 Hz. Si vous prenez le déplacement chimique, vous voyez, là j'ai mis une petite accolade avec le déplacement chimique, le couplage dipolaire et le couplage quadrupolaire. En phase solide, c'est une information qui est anisotrope. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une différenciation en fonction de X, Y ou Z. Donc en fonction de l'orientation de l'échantillon dans l'aimant, l'interaction n'aura pas le même effet. On n'aura pas la même réponse. Si vous êtes en phase liquide, si le chemical shift, le dipôle et le quadrupôle étaient anisotrope, dès que vous passez en phase liquide, vous avez une information qui est isotrope. En fait, on a une moyenne qui se passe dans votre échantillon. Il n'y a pas d'orientation privilégiée dans l'échantillon en phase liquide. Donc tout est moyenné et d'une information anisotrope, on sort une information qui est isotrope. Donc quelque part, on perd de l'information. Je reviendrai sur ces aspects-là. Alors pour le déplacement chimique, vous voyez que ça soit en phase solide ou en phase liquide, on est en moyenne, grosso modo, à 10 puissance 4 Hz. Et par contre, et c'est peut-être pour ça qu'au niveau études, on s'intéresse qu'à la phase liquide et que la phase liquide est aussi beaucoup plus utilisée. Si vous regardez le couplage dipolaire ou le couplage quadrupolaire, dès qu'on passe en phase liquide, ces interactions-là disparaissent. Il n'y a pas d'interaction dipolaire ou d'interaction quadrupolaire en phase liquide. C'est un terme qui va disparaître. Je reviendrai dessus, je vous montrerai pourquoi. Par contre, si vous êtes en phase solide, on peut faire apparaître le couplage dipolaire. Alors, certes, avec des valeurs de résonance relativement faibles, on est aux alentours des 100 Hz. Et aussi, on peut avoir une interaction quadrupolaire si vous avez les noyaux adéquats. Tous les noyaux ne font pas apparaître des interactions quadrupolaires, mais lorsque vous en avez, vous voyez que vous avez finalement quelque chose qui va masquer l'intégralité de votre signal, parce que l'interaction quadrupolaire est aux alentours de 10 puissance 6 Hz. Donc si vous avez un noyau quadrupolaire dans votre système et que vous êtes en phase solide, tout le reste disparaît. Donc vous ne verrez que l'interaction quadrupolaire. L'interaction mise à part si vous mettez, bien évidemment, encore une fois, dans des conditions expérimentales particulières ou si vous utilisez des séquences d'impulsion qui vont bien. Mais sinon, vous serez capable d'analyser uniquement les traitements quadrupolaires. Donc ça, c'est pour un peu positionner les choses. En phase solide, on a du déplacement chimique, de l'interaction dipolaire et de l'interaction quadrupolaire. Et ou, bien évidemment. En phase liquide, on n'a accès qu'au déplacement chimique, isotrope. Alors qu'en phase solide, on a des anisotropies qui apparaissent. Donc on a une directionnalité, on a des notions d'orientation qui peuvent apparaître. Vous m'arrêtez si vous avez des questions. Alors, on va se les faire une par une maintenant. Alors, je ne sais plus, il n'y a pas d'ordre particulier pourquoi j'ai commencé par le couplage dipolaire, si ce n'est peut-être la simplicité de traitement d'un point de vue de chimie théorique. Alors, qu'est-ce que c'est que le couplage dipolaire? Donc, je vous mets à chaque fois un schéma qui représente grosso modo ce que peut être l'interaction dipolaire et l'hamiltonien qui lui est associé. Donc, le couplage dipolaire, comme son nom l'indique, c'est une interaction magnétique directe entre spins nucléaires. Donc, on regarde les interactions dipole-dipole. Alors, d'un point de vue théorique, l'hamiltonien, voilà à quoi il ressemble. Alors, je ne vais pas vous demander, bien évidemment, de retenir la forme de l'hamiltonien. Si vous voulez regarder ça, le bouquin de Leavitt reprend tout ça comme il faut. Mais je veux juste pointer du doigt les points qui sont importants et qui, d'un point de vue théorique, nous permettent d'agir ou nous permettent de faire des calculs pour l'interprétation. Alors, si vous prenez ici l'hamiltonien associé, il y a le terme qui est devant, le mu0 sur 4pi h bar gamma i gamma j sur rij au cube. Ce terme-là, c'est ce qu'on appelle la constante dipolaire. Et en fait, c'est là-dessus que nous, on va pouvoir agir. Donc, vous avez l'hamiltonien. Donc là, vous avez tout le terme qui est associé aux interactions entre les moments magnétiques.
mais surtout, donc, vous avez cette constante dipolaire. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette constante dipolaire? Oui, c'est ça. 1, elle dépend des rapports gyromagnétiques, pas de problème. Les rapports gyromagnétiques, ce sont des constantes. 2, on voit qu'il y a une décroissance très rapide par rapport à la distance. Donc, finalement, l'information qu'on va pouvoir tirer de cette constante dipolaire, ça va être des informations à courte distance. Donc, si vous faites ce qu'on appelle du Noé, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, enfin, la RMN anti-Noé, c'est ce genre d'information qu'on va aller chercher. Et donc, dès que vous avez des noyaux qui sont très très éloignés dessus, ce terme-là va disparaître. Ensuite, chose qu'on voit en regardant l'interaction, c'est l'âge. L'hamiltonien, c'est qu'il n'y a pas de dépendance à zéro. D'accord. Si je regarde mon terme ici et que je change un petit peu de perspective, on peut montrer que le couplage dipolaire en fait va s'écrire dans le repère principal sous forme matricielle. C'est pour ça qu'on dit que c'est une donnée qui est anisotrope. Je vais avoir une réponse selon X, selon Y et selon Z qui n'est pas la même en fonction que le champ est selon X, selon Y ou selon Z. C'est la notion de tenseur. Mais qu'est-ce qu'on voit sur cette notion de tenseur? La première chose qu'on voit, c'est si je calcule la trace est égale à 0. Alors pourquoi calculer la trace? Tout simplement, la trace de mon tenseur, c'est la valeur isotrope. Donc là, moins d sur 2, moins d sur 2d, la trace me dit que si je passe en phase liquide, l'interaction dipolaire est égale à 0. Parfait. Le paramètre d'asymétrie est aussi une donnée qui peut être intéressante et surtout elle nous sera intéressante lorsqu'on fera de la RMN solide sur les parties déplacement chimique et éclatement quadrupolaire. Là, le paramètre d'asymétrie est égal à 0. Le paramètre d'asymétrie, c'est, comment ça s'appelle? En gros, c'est la différence, c'est relié au moins d sur 2, moins d sur 2 au d. On voit que si je fais, je vous montrerai ça sur le quadrupolaire, ça sera plus pareil. Deuxième terme sur lequel je veux appuyer, c'est donc en termes de conditions expérimentales. Je vous ai donné les expressions du couplage dipolaire homonucléaire et hétéronucléaire. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une dépendance par rapport à la position de mon vecteur RJ par rapport au champ magnétique. Vous voyez, là, c'est ce que j'ai dessiné ici. J'ai le vecteur RJ qui est en gros la distance entre mes deux noyaux. Et je suis capable finalement de trouver une sorte d'orientation par rapport au champ magnétique. Le champ magnétique, lui, étant fixe. En gros, mon échantillon, il va avoir une certaine direction. Eh ben, on peut montrer par les équations que ce terme-là, le 3 cos carré bêta moins 1 sur 2, va intervenir sur la valeur de mon interaction. Donc, je vais avoir un double problème, c'est que mon interaction dipolaire dépend, 1, de la distance RJ et 2, de la position par rapport au champ magnétique. Ça, c'est un premier problème. Mais si on est capable de maîtriser, on va dire, l'orientation de l'échantillon dans l'aimant, on maîtrise bêta, et donc là-dessus, on peut jouer. D'une autre manière, si on est capable de se mettre à un angle bêta tel que 3 cos carré bêta moins 1 sur 2 est égal à 0, on fait disparaître l'interaction dipolaire. C'est ce qu'on appelle l'angle magique. Pour ceux qui ont déjà fait un petit peu de RMN du solide, si on se positionne à l'angle magique, 3 cos carré bêta moins 1 sur 2 égale à 0, ça fait 54 librouettes, je crois, et ben on fait disparaître automatiquement l'interaction dipolaire, quasiment automatiquement, parce qu'on peut espérer, enfin on se doute qu'une partie de mes interactions dipolaires ne seront pas toutes avec un angle de bêta. Oui. Comment vous faites? Vous avez des sondes où vous pouvez régler l'angle d'inclinaison par rapport au champ magnétique. Il y a des sondes spécifiques solides. C'est pas des aimants, enfin c'est pas des sondes liquides, c'est des sondes solides où on est capable de jouer sur l'orientation de l'échantillon par rapport au champ magnétique. Il y a des sondes comme ça qui existent. Alors d'un point de vue théorique, vous allez voir, c'est relativement simple et ça devient très compliqué très rapidement. D'un point de vue théorique, ce qu'on est capable de déterminer, finalement, on peut avoir accès à cette constante de couplage dipolaire. Juste, la seule nécessité qu'on a, c'est de connaître les distances. Donc on sait que D est proportionnel à 1 sur RJ au cube. Donc en première approximation, si vous avez une géométrie d'équilibre, vous avez toutes vos distances R. Donc vous êtes capable de calculer toutes vos constantes dipolaires. Mais
La plupart du temps, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on ne voit pas beaucoup d'études théoriques sur le calcul de constantes dipolaires, c'est que si vous faites ce genre de calcul, la plupart du temps, vous reproduisez relativement mal ces éclatements, ces couplages dipolaires. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on travaille avec des systèmes dynamiques. Donc, la raison est relativement simple, voire même quasiment évidente, c'est que si vous voulez calculer une constante dipolaire en tenant compte de la dynamique, donc il va falloir faire de la dynamique moléculaire, ce que vous maîtrisez tous particulièrement bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une moyenne dynamique sur les 1 sur RJ au cube. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai juste pris là l'expression qui est ici. Je moyenne ma constante de couplage dipolaire. Il faut que je moyenne mes 1 sur RJ au cube. Or, si vous prenez une distance d'équilibre, ça revient à prendre la moyenne des RJ sur une dynamique et élever cette moyenne au cube. Vous me suivez ou pas? C'est bon? Or, on peut montrer facilement que la moyenne des 1 sur RJ au cube est différente de prendre 1 sur la moyenne des RJ au cube. Donc finalement, prendre une structure d'équilibre sur un système dynamique du fait qu'on est sur 1 sur RJ à la puissance 3, ça marche plus. Si on était en RJ à la puissance 3, ça fonctionnerait. Oui. Ce que je veux, moi, quand vous faites une mesure de RMN, vous mesurez sur un certain nombre d'échantillons, et en particulier, vous avez une mesure qui se fait dans le temps. Donc, il y a tous les effets dynamiques qui sont là. Donc, moi, ce que je veux, c'est mesurer une moyenne de constante dipolaire. D'accord? Pour mesurer cette moyenne de constante dipolaire, si je prends l'équation l'équation qui est tout en haut, c'est prendre la moyenne des 1 sur RJ au cube. Or, si en première approximation, vous dites j'ai une structure qui correspond à une structure moyenne, c'est ma structure d'équilibre, cette structure d'équilibre, c'est votre structure moyenne sur une dynamique. D'accord? Si vous prenez cette structure moyenne et vous dites je fais 1 sur RJ au cube, c'est pas bon. Donc, dans l'absolu, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans l'absolu, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est faire une dynamique moléculaire. Sur votre dynamique moléculaire, vous prenez un certain nombre de snapshots, un certain nombre d'images. Vous calculez pour chaque image les 1 sur RJ au cube et vous faites la moyenne. Et non pas dire je prends ma dynamique, je prends mes structures, je calcule la structure moyenne et je fais le 1 sur RJ au cube. Donc ça fait, voilà, il y a une démarche qui est complètement différente. Et si vous ne faites pas ça, dans certains cas, vous êtes complètement à côté de la plaque. C'est le cas sur tout ce qui est systèmes qui sont hautement anharmoniques. Dès que vous avez des systèmes qui sont hautement anharmoniques, c'est clair que vos distances d'équilibre n'ont rien à voir avec les distances d'équilibre calculées, parce que vous êtes largement, et donc il faut tenir compte de cette dynamique. Donc là, vous aurez des gros soucis. Ok? Donc sur le calcul de constante dipolaire, il y a deux soucis. Il y a le souci expérimental, déjà c'est pas évident, et il y a le souci théorique. Il faut, pour pouvoir remonter à des données de constante de couplage dipolaire relativement précises, dans l'absolu, il faut faire de la dynamique moléculaire. Ok? C'est bon? Mais quelque part, après, il y a juste besoin d'avoir des structures pour calculer le couplage dipolaire. On n'a rien besoin d'autre. Vous êtes sur l'état fondamental, vous faites votre dynamique moléculaire, vous récupérez vos structures et c'est fini. Quelque part, c'est très simple à faire. Le couplage quadrupolaire. Alors, le couplage quadrupolaire, c'est quelque chose dont on parle relativement plus souvent, parce que quand je vais vous le montrer, ça existe quand RMN du solide, un peu particulier. Donc, qu'est-ce que c'est que le couplage quadrupolaire? Alors, la définition, c'est l'interaction électrique d'un noyau qui a un spin supérieur à 1,5 avec le champ électrique environnant. Alors, si on regarde un petit peu le tableau périodique des éléments, la plupart des éléments ont des spins qui vont être quadrupolaires. Lithium, beryllium, bore, oxygène, etc. Les noyaux qui ont des spins à 1,5, il n'y en a pas tant que ça. Il y a ceux qu'on utilise, il y a le proton, il y a l'hélium, il y a le carbone, le fluor, le silicium, le phosphore. Donc, ce sont les noyaux les plus courants qu'on observe en RMN, tout simplement parce qu'il n'y a pas de quadrupolaire, ils sont faciles d'utiliser. Vous en avez un qui a un spin entier, c'est l'azote. Il est un peu particulier celui-là aussi. Mais sinon, vous pouvez voir que l'oxygène, typiquement, si vous faites de la RMN de l'oxygène, si vous êtes en phase solide, il y aura du couplage quadrupolaire qui va se mettre en place. Donc en général, c'est un petit souci.
Sinon, si vous prenez certains isotopes de vos noyaux, par exemple si vous prenez le proton il a un spin 1,5. Si vous prenez le deutérium, il est quadrupolaire. Donc en fonction du type d'isotope avec lequel vous allez travailler, vous pouvez ou pas avoir l'interaction quadrupolaire qui va apparaître. Alors, à quoi c'est dû cette interaction quadrupolaire? Alors, relativement simplement, si vous prenez un noyau de spin 1,5, grosso modo, il a une répartition de charge qui est relativement homogène, c'est-à-dire qu'on va assimiler à une sphère. Par contre, si vous prenez un noyau avec un spin supérieur à 1,5, cette répartition de charge n'est plus isotrope à l'intérieur du noyau. Et donc, si vous avez une répartition de charge qui n'est plus isotrope, vous avez automatiquement création d'un champ électrique, et en particulier d'un gradient de champ électrique. Et ce gradient de champ électrique, c'est lui qui va agir sur la relaxation de mes noyaux et donc sur tout ce qui est paramètres. C'est dû à ça. Ok. Donc ça, on va dire, ce sont les raisons de l'existence du couplage quadrupolaire. Alors maintenant, si on rentre un petit peu plus dans le dur, à quoi ressemble l'interaction quadrupolaire? Donc je vous ai écrit l'hamiltonien qui est ici, il dépend de différentes choses, donc j'oublie tout ce qui est en I, ça c'est associé au noyau. J'ai E, Q et G qui correspondent au moment quadrupolaire électrique des noyaux, et j'ai ici grand V qui est le tenseur de gradient de champ électrique. Théoricien, on entend ça, on dit tenseur de gradient de champ électrique, ça c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir jouer. Alors, si je me mets dans le repère principal, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, c'est un tenseur. Dans le repère principal, ce tenseur, il est diagonal. Il a cette forme-là, V11, V22, V33. Et on peut montrer, et on le montre à chaque fois, que si vous faites le calcul de la trace, vous trouvez 0. Donc, c'est un tenseur dont la trace est égale à 0. Donc, la valeur isotrope de l'éclatement quadrupolaire est égale à 0. Dès que vous êtes en phase liquide, ce terme disparaît. On a un paramètre d'asymétrie. Donc, vous voyez, le paramètre d'asymétrie, voilà qu'on va le calculer. C'est la différence entre V1 et V1,2 qu'on rapporte à V33, sachant qu'il y aura une hiérarchisation que je vous donnerai ensuite. V1, V22, V33, on ne les met pas n'importe comment. Et donc, ce paramètre d'asymétrie est important parce que si je veux recalculer le terme qui est ici, je peux l'écrire d'une manière différente, dans lequel je vais intégrer ici le paramètre d'asymétrie. Ici, je vais intégrer un terme sur lequel on va revenir. Et ces paramètres d'asymétrie, vous voyez qu'ils sont aussi couplés à des termes d'orientation, bêta et alpha, qui correspondent à l'orientation de votre tenseur dans le champ magnétique. Donc vous avez un tenseur dans le repère principal, et ce tenseur est orienté dans le champ magnétique. Et cette orientation dans le champ magnétique a une influence sur votre éclatement quadrupolaire, sur votre interaction quadrupolaire. Donc là, tout de suite, ça devient un peu plus compliqué. Mais d'un point de vue expérimental, ce qu'on est capable de mesurer, c'est entre guillemets relativement simple. Comme je vous ai dit, on va regarder des transitions entre états. Donc là, je vous ai mis dans le cas du deutérium, par exemple, on a un spin qui est égal à 1, j'ai 3 états qui apparaissent, M0, M-1, M1, ça c'est l'effet Zeeman. Si je fais apparaître l'interaction quadrupolaire, on a une répartition des niveaux d'énergie qui se fait de cette manière-là. Et les transitions ont la bonne idée d'apparaître à nu0 plus 1,5 de delta nu q et nu0 moins 1,5 de delta nu q. Donc finalement, on a un spectre qui est symétrique par rapport à nu0. Oui. Si, ici, cos carré θ bêta moins 1. Ah ben après, ça dépendra de la manière dont tu es orienté. Oui. Oui. C'est vite le bordel. Donc, je me retrouve avec ici cette équation-là qu'on va simplifier un petit peu. Vous voyez, vous avez un 3,5 de AQ. Donc ça, c'est ce qui est mesuré expérimentalement, grosso modo. Vous avez 3,5 de AQ. Ici, vous avez différents termes qui font intervenir entre autres le paramètre de symétrie. Et ce AQ qui est là, c'est ce qu'on appelle la constante de couplage quadrupolaire. Si c'est une constante, a priori, c'est là que nous, on va intervenir. Comment on peut calculer cette constante de couplage? Vous voyez que la constante de couplage dépend de la charge de l'électron, dépend de V33. C'est-à-dire il va dépendre par rapport à mon tenseur, il va dépendre que de cette valeur-là. C'est assez intéressant. H, c'est la constante de Planck. Et ici, Q, c'est une constante sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Très rapidement. Alors,
On a moyen d'aller encore un peu plus loin dans la, dans la simplification. Ce terme-là qui est ici, 3 cos carré bêta moins 1 sur 2 plus nq patati patata, en fait, il est relié à l'orientation de mon terme de couplage par rapport au champ magnétique. Donc si je suis sur un système dynamique, ce terme-là, il va bouger, il va évoluer. Alors plutôt que de le laisser comme ça, les expérimentateurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils introduisent un paramètre qu'on appelle le S-mol. C'est un paramètre qui vous donne une information sur la dynamique ou pas de votre système. Mais il est relié finalement à la variation de bêta et alpha tout au long de votre système. Donc là, c'est une expérience que tu connais bien, qui correspond à faire, donc c'est de la RMN du deutérium. Donc là, c'est un système qui est relativement simple, entre guillemets. C'est une bicouche orientée de phospholipides. Vous prenez des phospholipides, vous en générez une bicouche. C'est des systèmes qui sont étudiés pour mimer comment ça s'appelle, les membranes cellulaires. C'est une bicouche. Et la particularité de l'échantillon, c'est que tous les protons ici ont été marqués au deutérium, ont été remplacés par des deutériums. À partir de là, donc, on est capable de faire le spectre RMN, et dans ce spectre RMN, ce qui va sortir, c'est l'éclatement quadrupolaire. Et on voit que le spectre est très compliqué. Voilà le spectre associé. Mais en fait, comme on sait que ce qu'on mesure, c'est delta 0 plus 1,5 de delta nu-Q et moins 1,5 de delta nu-Q, si vous mesurez ici la distance entre ces deux pics-là, vous avez un accès directement à delta nu-Q, donc à une constante de couplage. Et en fait, on peut faire le lien. Vous voyez qu'ici, on observe une sorte de plateau entre les premières valeurs qui sont là. Donc là, vous avez un premier delta nu-Q, puis après, pic à pic, comme ça, vous allez avoir des valeurs de delta nu-Q qui vont être calculées. Qu'est-ce qu'on est capable d'observer? Donc, si on fait le lien avec cette équation-là, on se rend compte que finalement, la valeur de S-mol évolue très très peu au début, et après, elle diminue. Alors, ça veut dire quoi? Si la valeur diminue, alors que je suis en train de regarder à chaque fois la même constante de couplage, je suis en train de regarder ici des carbones deutérium. Il y a des carbones deutérium partout. Donc, finalement, si mon système ne bougeait pas, j'aurais un seul, pour faire simple, j'aurais une seule valeur d'éclatement quadrupolaire. Comme mon système est dynamique, et que la dynamique est différente en fonction de mon système, ben, je vais avoir des valeurs de S-mol qui ne vont pas trop évoluer lorsque je suis dans cette zone-là. Et plus je vais descendre, plus on peut imaginer que le système devient de plus en plus dynamique, plus la valeur de delta du Q va diminuer, donc plus le S-mol va diminuer. C'est ce qui est observé. Ici, la valeur associée à ces deux pics correspond à la tête qui est en bas, le système qui est le plus dynamique, donc le delta du Q qui est le plus petit. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est que souvent, ça peut être une erreur qu'on commet comme les théoriciens, c'est qu'on vous donne un delta nu Q, vous dites, ah ben, c'est pas compliqué, le delta nu Q, il est directement proportionnel à ma constante de couplage, je calcule ma constante de couplage et on est content. Sauf que si vous oubliez la dynamique, vous allez avoir un terme supplémentaire qui va disparaître, dont vous ne tenez pas compte. Donc vous pouvez avoir un résultat qui est en très bon accord avec l'expérience, et c'est chapeau lapin, et vous pouvez avoir un résultat qui n'est pas du tout en accord avec l'expérience, tout simplement, c'est que vous êtes en phase statique et vous avez oublié la dynamique du problème. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Manière de parler. Mais si vous tenez compte de tout ça, on est capable de calculer AQ, la constante de couplage, de manière relativement correcte. Et si vous rajoutez tout ce dont on a besoin dans votre modèle chimique, en particulier si vous rajoutez tout ce qui est dynamique et tout ça, on est capable de remonter à des valeurs de constante de couplage, d'éclatement quadrupolaire qui sont de bonne qualité. Alors, comment on va déterminer AQ? Donc ça, c'est ce qui intéresse la partie théorique. AQ, pour revenir à l'expression ici, dépend d'une des valeurs propres du tenseur de gradient de champ électrique. Donc, il faut calculer le gradient de champ électrique, tout simplement. Le gradient de champ électrique, c'est la dérivée première. Alors, le E qui est ici, attention, ce n'est pas une énergie, c'est le champ électrique. Pas très judicieux, mais bon, un champ électrique en physique, c'est. Donc, la valeur du gradient de champ électrique, voilà comment vous allez la calculer. Alors, normalement, ça devrait vous choquer. Peut-être pas. Est-ce que ça vous choque? Non, ça n'a peut-être pas l'air. Normalement, je devrais avoir juste le premier terme. Un gradient, c'est la dérivée première de mon terme par rapport aux positions. Point. Pourquoi il y a le deuxième terme qui intervient? Parce que le deuxième terme, il est là uniquement pour rendre le tenseur.
D'accord. Si vous calculez brut de décoffrage, votre tenseur de gradient de champ électrique, il n'est pas isotrope. Ça ne change rien, vos valeurs vont être correctes. Mais en rajoutant ce terme qui est là, je vous invite à développer les équations si vous voulez, vous verrez que le fait de rajouter ça fait que votre tenseur devient isotrope. Alors, calculer un champ électrique, c'est pas très compliqué. La seule difficulté, entre guillemets, c'est d'être capable de remonter à la densité électronique. Mais bon, vous faites un calcul DFT, vous faites un calcul Hartree-Fock, vous avez accès à des orbitales moléculaires, vous avez accès à la densité électronique et calculer le champ électrique devient quasiment immédiat. Alors, quand vous faites votre calcul, voilà ce que vous obtenez. Vous obtenez la matrice qui est à gauche. C'est un tenseur, donc vous avez des composantes selon X et selon Y. Selon que vous avez, on va dire, une excitation selon X et une réponse selon X ou selon Y ou selon Z, etc. etc. Première chose à faire, c'est diagonaliser pour faire apparaître les V1, V22, V33. Ça, ce sont les valeurs propres de votre tenseur de gradient de champ électrique. V1, V22, V33 sont égaux à 0. Maintenant, comment on va choisir V33? Vous avez trois valeurs qui sont là. Après, je pourrais très bien écrire ma matrice en disant que c'est V22, V1, V33, V33, V22, V1. On peut la mettre dans n'importe quel sens, peu importe. Hein. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va classer les valeurs propres de la manière suivante. La valeur absolue de V22, c'est la plus petite. Ensuite, c'est valeur absolue de V1. Et la valeur absolue de V33 correspond au terme le plus gros. Donc, quand vous faites votre diagonalisation, vous allez chercher la valeur la plus importante. Ça vous permet d'avoir V33. Okay. Une fois que vous avez V33, vous pouvez calculer votre constante de couplage. Une fois que vous avez votre tenseur, vous pouvez calculer votre paramètre d'asymétrie. Vous avez les paramètres que vous pouvez, s'il faut, réinjecter dans vos équations. D'accord? Alors, comment ça fonctionne? Vous allez voir que c'est excessivement simple. Ce sont des calculs qui vont très vite. Calculer un gradient de champ électrique, calculer le champ électrique, ça coûte quasiment rien. Et calculer le gradient de champ électrique, ça coûte encore moins que quasiment rien. Donc, c'est quelque chose, si vous avez besoin de le faire, la seule nécessité que vous avez, c'est d'avoir une structure. Vous avez une structure, vous faites votre optimisation de géométrie, vous calculez ces valeurs-là, vous avez votre constante de couplage qui est calculée. Alors, A de Q, vous l'obtiendrez en kHz. Q, c'est le moment quadrupolaire électrique, c'est une constante en fonction du noyau que vous allez utiliser. Et V33, vous allez le calculer. Alors là, je vous ai mis que c'est en unité atomique. Alors dans l'équation que je vous donne, hein, si vous mettez en unité atomique, ce qui est en général l'unité qu'on a dans tous les codes de calcul, on travaille en unité atomique pour simplifier la vie. Je vous ai fait la bascule en système international si ça vous intéresse. Hein. C'est du 9,7 10 puissance 21, après c'est une unité un peu particulière. Q sera en barns dans ce cas-là. Donc V33, si vous l'injectez en unité atomique, votre constante de couplage ressemblera à ça. Q, on peut le trouver dans les tables. Si par exemple vous prenez le deutérium, Q pour le deutérium, c'est 0,0286 bars. Donc au final, calculez votre constante de couplage dans le cas d'un noyau de type deutérium. Vous avez l'équation qui est là, vous pouvez l'utiliser directement, ça marchera. Vous calculez votre tenseur de gradient de champ électrique, vous récupérez V33. Il y a de fortes chances que dans votre code, le code que vous utilisez, la valeur soit en unité atomique. Vous faites la multiplication, vous avez votre constante de couplage qui est là. Vous pouvez vous comparer sans oublier, et ça des fois les gens l'oublient, le 3/4 qui est là. Vous vous comparez à l'expérience. Si expérimentalement vous avez une valeur qui est plus grande que ce que vous avez calculé, il y a forte chance qu'il y ait un problème. Parce que la valeur S qui est ici ne peut pas être supérieure à 1. En général, ce n'est pas le cas, parce que les calculs sont relativement corrects. Donc, si par contre la valeur expérimentale est plus petite et beaucoup plus petite, et bien là, vous êtes en train de faire apparaître des effets dynamiques, tout simplement, en disant, ah, j'ai de la dynamique dans mon système, et on est capable de le voir. Alors, ces constantes de couplage, il y a des tables qui existent. Les carbones de période, ça ne sert à rien de le recalculer, tout le monde le connaît, c'est tabulé. La valeur standard, je vous la donne, elle est à 170 kHz. Mais dans des cas un peu plus particuliers, ça peut valoir le coup de faire le calcul, et à ce moment-là, vous donnez une donnée supplémentaire à l'interprétation spectrale. OK? Alors, pas très utilisé, parce que d'un point de vue expérimental, c'est délicat, mais dans certains cas, les gens avec qui je travaille, eux, l'utilisent. C'est pour ça que ça peut valoir le coup de le faire. En biologie, c'est quelque chose qui est assez utilisé en RMN biologique sur certains systèmes. Pour tous les gens qui travaillent
travaille sur des membranes, sur des systèmes comme ça, il y a de fortes chances qu'on aille chercher de l'éclatement quadrupolaire, si c'est possible. Alors, vous êtes peut-être théoricien, mais bon, ça peut toujours valoir le coup d'avoir une idée de ce qui se passe aussi d'un point de vue expérimental. Pour faire ce genre de manip, par exemple, il a fallu synthétiser ou acheter, mais dans tous les cas, il a fallu le faire, des lipides marqués au deutérium. Donc il y a de la synthèse. Si vous voulez faire ça, il va falloir synthétiser votre composé en étant sûr que vous allez marquer au deutérium. Et là, en plus, le marquage, si mes souvenirs sont bons, est fait sur une chaîne, pas sur les deux. Voilà, il commence à y avoir de la chimie, de la biochimie, de haut vol. En tout cas, en RMN, souvent c'est le cas. Quand vous allez commencer à travailler avec des boyaux un peu particuliers, il va falloir faire de la synthèse. Il pourra vous en parler si. Ok, donc ça, c'était la partie quadrupolaire. Vous voyez, c'est relativement simple. D'un point de vue théorique, d'un côté, j'ai besoin juste d'avoir une structure et la structure simple me suffit, éventuellement faire un peu de dynamique moléculaire pour avoir quelque chose de plus précis. Ça, c'est pour avoir l'interaction dipolaire. Pour le quadrupolaire, d'un point de vue protocole calculatoire, je fais une optimisation de géométrie, je lui demande de calculer le gradient de champ électrique, c'est fini. C'est-à-dire, c'est pas très demandeur d'un point de vue théorique. Ce qui est demandeur d'un point de vue théorique, c'est l'interaction suivante, c'est l'interaction des déplacements chimiques. C'est-à-dire, ça tombe mal parce que c'est quand même le paramètre le plus mesuré en RMN. Quand les gens font de l'RMN, la plupart du temps, c'est on fait du déplacement chimique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'alors le déplacement chimique, j'aurais plutôt dû dire l'écrantage chimique, le chemical shielding. C'est une interaction magnétique indirecte entre un champ magnétique externe et le spin nucléaire via la participation des électrons. C'est là que la chimie quantique intervient. D'accord ? Si vous voulez faire de l'interaction dipolaire, vous pouvez faire de la mécanique moléculaire. Vous avez juste besoin d'avoir accès à une géométrie. Si vous utilisez un champ de force pas trop mauvais, vous pouvez avoir accès à des structures, ça sera suffisant. Si vous voulez faire du quadrupolaire, si vous regardez les effets dynamiques, c'est pareil. Vous avez juste besoin de générer un ensemble de structures. Vous prenez la valeur de la constante de couplage expérimentale standard, ou vous avez une constante de couplage qui a été calculée 10 ans en arrière, et ça suffit. Vous voulez faire du déplacement chimique? Non. Là, maintenant, on va réellement faire du calcul et utiliser les méthodes de chimie quantique. Parce qu'on a une interaction avec les électrons. Il faut tenir compte de ça. Alors, donc là, ça va être un morceau un peu plus gros, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à raconter dessus. Donc, je vous ai mis en haut ici une expression relativement simplifiée de l'hamiltonien associé au chemical shift anisotropie. Donc, c'est l'anisotropie de déplacement chimique. Le sigma qui est ici est un tenseur. C'est ça qui change par rapport à tout ce que vous avez pu apprendre en RMN standard du liquide, c'est que là, on va travailler sur une entité tensorielle. Si je me mets dans le repère du laboratoire, mon tenseur, il ressemble à ça, comme n'importe quel tenseur, on va dire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben là, ça répond à ce que je voulais dire, par exemple, tout à l'heure. Le sigma XZ B0, ça va être quoi? Ça va être le champ magnétique induit selon l'axe X, si le champ magnétique B0 est selon l'axe Z, ainsi de suite. Alors, en général, on peut simplifier la vie pour la simple et bonne raison, c'est que le champ magnétique, il est fixe. On a notre système qui est dans un aimant, on va éviter de faire bouger l'aimant, on peut toujours, mais bon, vu la masse qu'il fait, je pense que ça va être un peu délicat, mais en gros, la position de B0 est fixe, donc là-dessus c'est tranquille, et on peut même dire qu'on va considérer que B0 il est selon l'axe Z. Donc déjà, ça va permettre de simplifier un peu la vie. Alors c'est clair que travailler dans le repère du laboratoire, c'est pas intéressant, donc on va travailler dans le repère propre. Et travailler dans le repère propre, on va travailler dans le repère propre du spin qui nous intéresse. Dès que vous faites ça, il va falloir tout simplement diagonaliser ce tenseur-là, et la diagonalisation du tenseur vous donne forcément un tenseur diagonal, avec trois valeurs propres. Sigma 1, sigma 2, 2, sigma 3, 3. Alors vous voyez que ici, j'ai représenté donc, le tenseur dans le repère propre, et j'ai fait apparaître E11, E22, E33. C'est E11, E22, E33, ce sont les vecteurs propres. Je reviendrai dessus après. Donc,
E11, E22, E33. En plus, vous voyez ici, il y a des angles alpha, il y a des angles bêta. C'est l'orientation de mon tenseur par rapport au champ magnétique. Je suis capable de remonter à ça. On expliquera l'intérêt de faire ça. Donc, de mon tenseur, qu'est-ce que je peux calculer? Première chose, je peux calculer la valeur isotrope. Je prends la trace et vous avez la valeur isotrope. Donc, si vous vous arrêtez là, en gros, vous pouvez vous confronter aux données expérimentales en phase liquide. Vous avez la valeur isotrope qui est calculée. Vous pouvez calculer, calculer par exemple ce qu'on appelle l'anisotropie de déplacement chimique. Ça correspond juste à faire la différence entre sigma 33 et sigma iso. Ça vous donne une idée sur le caractère anisotrope de votre tenseur. S'il est plus ou moins isotrope ou plus ou moins anisotrope. Donc bien évidemment, ça nous oblige à classer sigma 1, sigma 2, sigma 3, et c'est un peu la même manière que ce qu'on fait pour l'interaction quadrupolaire, même si ce n'est pas toujours le cas. Il y a différentes manières de faire les choses, donc ça peut être utile quand les gens font ce genre de calcul, de savoir dans quel contexte ils se sont positionnés pour classer sigma 1, sigma 2, sigma 3. Et enfin, comme dans le cas précédent, on peut déterminer un paramètre d'asymétrie. Pourquoi on a besoin de toutes ces informations-là? Tout simplement, entre guillemets, si on veut être un peu plus précis dans l'expression de l'hamiltonien de déplacement chimique, on voit que cet hamiltonien va dépendre de sigma iso, il va dépendre de l'anisotropie de déplacement chimique, et il va dépendre du paramètre d'asymétrie. On a une équation qui est très proche de ce qu'on a fait lorsqu'on regardait l'éclatement quadrupolaire. Si vous regardez, si on revenait en arrière, on a quelque chose qui est très très similaire. Et vous avez les angles alpha et bêta qui sont là. Ces angles alpha et bêta sont associés à l'orientation du tenseur par rapport au champ magnétique. Okay. C'est ce qui est marqué ici. Polar angle of B0 in the frame. C'est l'inverse. Là, c'est les angles polaires de B0 dans le repère du tenseur, mais ça revient à dire que c'est l'orientation du tenseur par rapport à B0. Donc, si vous faites un spectre solide, alors là, par exemple, je vous ai donné, c'est on va dire l'archétype des spectres solides. C'est un spectre solide en phosphore 31. Voilà ce que vous allez obtenir comme type de spectre. Ça, c'est expérimental. Oui. Oui. Ben non, le tenseur initial, je suis dans le repère du laboratoire. Et je me mets dans le repère de la molécule. Donc, il y a un passage entre le repère du laboratoire et le repère de la molécule. Et ensuite, il y a un passage entre le repère de la molécule et le champ magnétique B0. Ou inversement. Donc, ça peut être source de gros ennuis. Donc, vous voyez que si vous faites de la spectroscopie du solide, là, par exemple, sur ce genre de spectre, ici, vous avez sigma 33, ici, vous avez sigma 2, ici, vous avez sigma 1. Et donc, vous avez accès à votre tenseur. Pas tout à fait. Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas accès à tout mon tenseur? Mais comment ça, j'ai pas accès à tout mon tenseur? Mais j'ai sigma 1, j'ai sigma 2, j'ai sigma 3. Qu'est-ce qu'il me raconte? Je sens qu'après, il est un peu tard aussi dans la journée, là. Ce à quoi vous n'accédez pas, dans un tenseur, il n'y a pas que les valeurs propres. Il y a les vecteurs propres. Et les vecteurs propres sont importants. Si je suis capable, donc les vecteurs propres, c'est E11, E22, E33, qui sont importants par rapport à cette équation-là. Alors, je ne dis pas que c'est tout le temps important. Ça peut être important d'avoir accès à ces vecteurs propres. Je vous montrerai un exemple demain là-dessus, je crois. Et ces vecteurs propres, expérimentalement, si vous vouliez être capable de les mesurer, il faudrait être capable d'orienter précisément votre échantillon dans votre aimant. D'abord selon X, puis selon Y, puis selon Z. Pour être sûr que vous maîtrisez parfaitement les choses. Donc ça vous oblige quasiment à avoir un cristal. Et à ma connaissance, ça a peut-être changé. Je ne les connais pas personnellement, mais je crois qu'il y a une seule équipe en Europe qui est capable de faire ça. Donc personne ne le fait. D'accord? Donc si vous avez des expérimentateurs qui viennent vers vous en vous disant on est enquiquiné, on aurait besoin de connaître l'orientation de notre tenseur dans le champ magnétique, mais on ne sait pas le faire, et là vous arrivez en étant les sauveurs en disant laissez, nous on sait faire parce qu'on sait calculer. Quand vous allez faire votre diagonalisation, vous allez calculer vos valeurs propres, calculer les vecteurs propres, on sait faire aussi.
Vous avez un tenseur, le diagonaliser vous permet d'obtenir à la fois les valeurs propres et les vecteurs propres. Donc nous, on peut calculer les vecteurs propres. Donc ça, c'est pour faire le lien avec ce que je vous ai dit en introduction. C'est typiquement le genre d'information que le théoricien peut apporter comme une information supplémentaire qui n'est pas mesurable expérimentalement ou très difficilement mesurable expérimentalement. C'est là qu'il y a toute une plus-value. Alors, pour finir le lien avec les, enfin, pour continuer avec le lien avec l'expérience, expérimentalement, ce que l'expérience vous donne, c'est le déplacement chimique. D'accord? C'est delta. Par le calcul, ce que vous obtenez, c'est l'écrantage chimique. Alors, le lien entre le déplacement chimique et l'écrantage chimique, il est écrit ici, là. Le déplacement chimique, c'est une différence d'écrantage chimique entre une valeur isotrope de référence et la valeur de votre système. Alors, si vous êtes en proton, la référence, c'est le TMS ou le HDS, je ne sais plus. Non, il y en a un autre maintenant, mais qui est très proche du TMS. Mais c'est une autre référence. Si vous faites du C13, la référence, c'est le TMS. Si vous faites de l'oxygène 17, la référence, c'est le liquide. Si vous faites de l'azote 15, on peut faire les RMN de l'azote 15, on en fait beaucoup en biologie. Si vous faites de l'azote 15, la référence, c'est l'ammoniac liquide ou le nitrométhane liquide. Si vous faites du phosphore 31, la référence est très précise, c'est l'acide phosphorique à 80%. H3PO4 à 80%. C'est la référence. Et donc, vous, ce que vous avez, c'est en gros un position. On met cette valeur-là à 0, et là, vous avez la différence par rapport à ça. C'est comme ça qu'on a les déplacements. Donc, il y aura un double problème. Premier problème, comment je calcule le déplacement chimique de mon échantillon? Et je vous en parle parce que moi, je travaille dessus depuis un certain temps. Comment je vais calculer ma référence? Alors, quand vous êtes sur le TMS, ça ne pose pas trop de problèmes. Sur le TMS, on le calcule facilement. Mais là, nous, je vous montrerai, c'est le dernier exemple que je vous donne. Quand vous devez calculer la référence de l'azote 15, il faut calculer l'ammoniac liquide et pas l'ammoniac gazeux. Sinon, vous êtes dans les choux. Donc là, rien que le calcul de la référence peut poser des problèmes. H3PO4 à 80%, on a entamé l'étude dessus, on est en train de se casser les dents. On pourra en discuter si vous voulez demain. On se casse les dents sur le calcul de la référence du phosphore 31. C'est très difficile. Ok. Alors, maintenant, on va rentrer dans un peu plus de formalisme. C'est comment je vais calculer mon écrantage chimique. Alors, première chose, je prends comme hypothèse que je suis non relativiste et que je suis dans un système qui est diamagnétique. On peut faire de la RMN de système paramagnétique. Ça complique un peu les choses. Alors, si vous prenez un noyau que je vais appeler K, son spin c'est IK, je le mets dans un champ magnétique. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai déjà la création d'un moment magnétique, donc ça c'est du classique, le MK qui va être où je fais apparaître le rapport gyromagnétique. Et au final, je vais avoir une correction énergétique qui aura cette forme-là, moins MK fois B0. Pour l'instant, on est sur du standard. Ça, c'est juste l'influence de mon champ magnétique externe. Donc, si j'ai un champ magnétique externe qui est présent, j'ai forcément création d'un courant électrique et création d'un champ magnétique induit. C'est la loi de Biot-Savart, de l'électromagnétisme d'il y a quelques années. Donc, ce champ magnétique induit ressemble à ça. Donc, B induit, c'est moins sigma K fois B0. Où sigma K est ce qu'on appelle le tenseur d'écrantage chimique. Okay. Donc en gros, là, le champ magnétique commence à faire tourner les électrons de la molécule. J'ai un champ magnétique induit. Ce champ magnétique induit est associé à l'écrantage chimique. Donc si je réintroduis ça pour un noyau, vous voyez que le champ magnétique local ressenti par mon noyau, c'est B0 plus B induit. Ça fait 1 moins sigma K B0. Je fais un peu de tambouille, je regarde juste la correction énergétique. La correction énergétique, c'est moins 1K, 1 moins sigma K fois 0. Comment je peux calculer sigma K? C'est relativement simple. C'est une dérivée seconde. D'accord? J'ai un terme énergétique qui est ici. Pour revenir à sigma K, il faut que je dérive 1 par rapport au moment magnétique, 2 par rapport au champ magnétique. C'est ce que j'ai écrit ici. Le tenseur de déplacement chimique est une dérivée seconde de votre énergie électronique.
Le problème, c'est qu'il faut que je dérive par rapport au champ magnétique et au moment magnétique et surtout par rapport au champ magnétique. Toute la difficulté va être là. Alors, je vous ai mis. Alors, oui, comment on va calculer ça? Alors, je vais prendre comme hypothèse, hein, toujours pour simplifier, sachant que dès qu'on passe sur les cas réels, ça devient difficile. On prend l'hypothèse d'un Hamiltonien monoélectronique. C'est pas très loin de la réalité des équations qu'on utilise. On résout des équations monoélectroniques dans certaines conditions, sauf que là, maintenant, je me mets en présence d'un champ magnétique. Donc, comment vous allez écrire votre Hamiltonien? Donc, ça, c'est l'Hamiltonien standard. Ici, j'ai le terme d'énergie cinétique en P carré sur 2m plus l'énergie potentielle. Sauf que maintenant, je suis en présence d'un champ magnétique. Que va devenir mon énergie cinétique? C'est mon énergie cinétique initiale plus un terme ici qui va dépendre du champ magnétique. Je vais revenir sur tous ces termes après. Ce qui veut dire que mon Hamiltonien monoélectronique ressemble à ça. Et A, c'est ce qu'on appelle un potentiel vecteur. Et en fait, c'est lui, vous allez voir, qui nous inquiète. Ce n'est pas B0 qui intervient directement dans mon équation, c'est le potentiel vecteur qui intervient dans mon équation. Qu'est-ce que c'est que le potentiel vecteur? En fait, A est relié à B0 par cette formule. Où delta, c'est le gradient. Attention, c'est un gradient et c'est un produit vectoriel qui est créé. C'est pour ça que je crée un vecteur. C'est le gradient fois mon potentiel vecteur qui est égal à B0. Si vous avez des difficultés, je pense que si vous allez chercher un bon livre d'électromagnétisme et de mécanique quantique, tout ça est expliqué en long, en large et en travers. Je vous donne juste les éléments clés qui vous permettent de voir quel est le problème auquel on est confronté lorsqu'on fait du calcul. Alors, si vous réinjectez tout ça et que vous faites un peu de tambouille, qu'est-ce que vous voyez? Donc là, le terme d'énergie, le terme de quantité de mouvement P, c'est le terme standard. J'applique un des postulats de la mécanique quantique qui me permet d'avoir une correspondance entre le monde classique et le monde quantique. P, ça devient moins IH bar que multiplie le gradient. Donc finalement, mon Hamiltonien ressemble à tout ça, ce qui est écrit ici. Dans ces termes-là, j'ai le moins H bar carré sur 2m nabla carré plus V de R, ben ça c'est l'Hamiltonien électronique, que j'ai écrit ici H0. Et j'ai deux nouveaux termes qui apparaissent ici, qui sont liés au fait que je suis en présence d'un champ magnétique. Okay. Si B est constant, si mon champ magnétique est constant, ce qui est la plupart du temps le cas, on travaille sur des champs magnétiques, enfin, votre échantillon est dans un champ magnétique constant, il est dans votre aimant. Donc si B0 est constant, votre potentiel vecteur, voilà à quoi il va ressembler. Si vous ne me croyez pas, faites nabla vectoriel A, vous allez voir que vous trouvez B0. C'est le cas. On est dans un champ magnétique constant, donc mon potentiel vecteur, voilà à quoi il ressemble. Alors j'ai mis qu'en faisant un petit peu d'algèbre vectorielle, on est capable finalement de faire sortir deux informations. Donc vous voyez qu'ici, vous avez un produit scalaire entre le nabla et le potentiel vecteur, qui est écrit ici. On peut le réécrire de cette manière-là. Et si vous avez le potentiel vecteur au carré, c'est ce que j'ai recalculé ici. Potentiel vecteur au carré, c'est de l'algèbre vectorielle, j'ai eu un petit peu de mal avant de les retrouver, mais on arrive à les retrouver en mettant un petit peu quelques équations, on retrouve cette formule. C'est-à-dire que le terme de l'hamiltonien que j'ai ici, on le transforme de cette manière-là, qui est beaucoup plus utilisable dans les équations. Donc vous avez toujours votre hamiltonien électronique, celui qu'on résout classiquement lorsqu'on résout l'équation Schrödinger électronique, plus ici, ou moins ici, on a des termes supplémentaires qui vont intervenir, dans lesquels malheureusement il y a le champ magnétique. Alors, si vous regardez, il va y avoir un certain nombre de termes à calculer, donc je ne vous demande pas de les savoir, on va juste que vous sachiez un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Vous avez une dérivée première par rapport au champ magnétique, une dérivée seconde par rapport... Alors ça, c'est le moment magnétique électronique. Vous avez la susceptibilité magnétique à calculer, qui est ici, c'est la dérivée seconde par rapport au champ magnétique et au champ magnétique. Vous avez ensuite d'autres termes qui sont là, qui vont faire intervenir les dérivés par rapport au moment magnétique. Donc en fait, dans l'absolu, il y a 4 dérivés à calculer. Ce qui fait que ça commence à devenir un peu délicat. En termes calculatoires, on est loin du simple, on a une structure, puis on est content avec notre structure, on est capable de faire beaucoup de choses avec. Là, non, il y a quand même des termes supplémentaires à calculer. En particulier, il faut dériver les Hamiltoniens. Alors, s'il n'y avait que ça, je dirais que ça serait bien. Sauf qu'on a un gros problème.
Et c'est le gros problème lorsqu'on travaille dans un champ magnétique, c'est que lorsque vous utilisez un potentiel vecteur grand A, vous savez que ce potentiel vecteur définit de manière unique un champ magnétique. Or, nous, ce qu'on a, ce n'est pas un potentiel vecteur, ce qu'on a, c'est un champ magnétique. Et bien, l'inverse n'est pas valable. Pour un champ magnétique, j'ai plusieurs potentiels vecteurs possibles. D'accord? C'est ce que j'ai écrit ici. C'est ça. Il n'y a pas un choix unique de potentiel vecteur. Pour un potentiel vecteur donné, vous avez un seul champ magnétique, mais l'inverse est faux. Et ça, c'est tout le problème de la physique en milieu lorsqu'on est dans un champ magnétique. La raison, alors, elle est expliquée ici, hein, en fait, c'est ce qu'on appelle le problème de l'origine de la jauge. C'est-à-dire que si vous prenez l'opérateur qui est ici, donc l'opérateur Nabla, on peut montrer que vous pouvez rajouter n'importe quelle fonction scalaire, ça changera strictement rien. Le problème, il est là, c'est que je peux rajouter n'importe quel scalaire. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Si vous prenez l'expression du potentiel vecteur initial, il est là, c'est 1,5 de B0 vectoriel R. Si maintenant je dis que je vais faire B0 vectoriel non pas R, mais R moins R0, j'ai fait quoi? J'ai rajouté j'ai changé l'origine de ma jauge, ce qu'on appelle la jauge. C'est-à-dire j'ai changé l'origine de mon champ magnétique, grosso modo. Vous voyez que ce que vous avez fait, c'est que vous avez rajouté ici un terme qui est constant. B0 fois R0, c'est parfaitement constant. R0 ne changera jamais, B0 ne changera jamais. Vous avez rajouté un scalaire. Vous pouvez montrer que vous retrouvez le même B0. C'est pas très difficile. Hein. Il y a 3 équations à écrire. Donc vous partez, si vous faites A est égal à 1,5 de B0 vectoriel R, vous trouvez B0. Si vous faites 1,5 de B0 vectoriel R moins R0, vous retrouvez B0. Donc j'ai 2 potentiels vecteurs qui amènent au même champ magnétique. Donc on a un souci. Le souci, il est quoi? C'est qu'en fonction de la position de ma jauge, je vais avoir des résultats qui vont être différents. Et ça, on peut le montrer facilement. C'est là, c'est parfait. Alors c'est un problème général en physique, qu'on appelle le problème d'invariance de jauge. Ce que je vous dis, ça paraît évident. Quel que soit l'endroit où je me positionne par rapport à mon champ magnétique, je m'attends à avoir la même réponse. Ce n'est pas parce que le système est à 1 cm, 2 cm, 3 cm du champ magnétique, en admettant que ça soit tout constant, qu'il va y avoir une grosse différence. Donc la position de ma molécule par rapport au champ magnétique, normalement, je dois atteindre la même réponse. C'est ce qui est marqué ici. Toutes les quantités qui sont observables physiquement ne dépendent pas de la jauge utilisée pour décrire mes zéros. Alors ça, c'est vrai dans certains cas. C'est vrai si ce sont des quantités qui sont observables. Et vous savez qu'on a toujours une difficulté en mécanique quantique entre ce qu'on calcule et ce qui est observable. Alors évidemment, si c'est vrai pour ce qui est observable, c'est faux pour tout ce qui n'est pas observable. Donc l'invariance de jauge n'existe pas pour toute donnée non observable, et une des données qui est non observable, en particulier en mécanique quantique, c'est la fonction d'onde. Une fonction d'onde n'est pas une observable physique. Donc le problème de l'invariance de jauge ne s'appliquera pas sur elle. Ça ne marchera pas. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que toute solution exacte de l'équation de Schrödinger assure cette invariance de jauge. Or, quand on fait du calcul, on est loin de la résolution exacte de l'équation de Schrödinger. Donc on n'est pas invariant. D'accord? Ce qui veut dire que tous nos résultats, tous nos calculs de chimie quantique n'assurent pas cette invariance de jauge. Problème. Alors là, c'est un des résultats que j'avais récupéré. Alors, vous allez voir, peu importe le niveau de théorie, hein, vous voyez, c'est la molécule CHF, petite molécule, et c'est du calcul Hartree-Fock. Peu importe. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont le calcul a été fait, et en particulier le positionnement du champ magnétique par rapport à la molécule. Donc là, il y a 3 cas de figure. Soit vous mettez le champ magnétique au centre de masse, soit vous mettez le champ magnétique sur le fluor, soit vous mettez le champ magnétique sur l'hydrogène. Ou inversement, vous avez B0 qui correspond à votre origine, vous mettez votre fluor sur l'origine, vous mettez votre hydrogène sur l'origine, ou le centre de masse sur l'origine. Vous calculez votre équantage chimique. Là, c'est l'équantage chimique de l'hydrogène. Le résultat est parlant. D'accord? Donc, que entre le centre de masse et le fluor, on n'ait pas une grande différence, ça peut se comprendre. Le centre de masse de HF, sans faire le calcul, va être largement déplacé vers le fluor. Donc
on a un centre de masse qui est pas loin du fluor. Donc j'ai certes une petite différence, mais elle n'est pas importante. Par contre, regardez la valeur que vous obtenez pour l'hydrogène si vous déplacez le champ magnétique sur l'hydrogène. J'ai un facteur 2. En fonction, pour la base, c'est une double zeta plus polarisation. J'ai polarisation uniquement sur le fluor, je crois. J'ai un facteur 2. D'un côté, je devrais obtenir 30 ppm. Si je me mets le champ magnétique sur l'hydrogène, on obtient 60. C'est monumental. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous augmentez la taille de votre base, vous voyez que les valeurs sont en train de plus ou moins de converger. Donc là, on n'a pas été suffisamment loin, mais entre le centre de masse et le fluor, si vous mettez sur alors c'est peut-être une quadruple ou une quintuple d'état avec un petit peu de polarisation, vous voyez que sur le centre de masse, je suis à 27,7, sur le fluor, je suis à 27. Et vous voyez que vous êtes passé de 60 sur l'hydrogène à 40. Énorme. D'accord ? Donc, on peut envisager que si on va à une expression d'une base infinie, on va avoir une convergence de tous les résultats. C'est le cas. Il faudrait avoir une base infinie. Mais pour avoir une base infinie, on se rapprocherait finalement de la résolution exacte de l'équation de Schrödinger. Mais une base infinie, évidemment, ça, on ne peut pas y avoir, nous on travaille avec des bases finies. Donc on a ce souci-là. Donc si vous regardez, tiens, oui, j'avais oublié, il est là le résultat. Ça, c'est le même calcul, sauf que là, on a des valeurs de base qui vont encore plus loin que la quintuple d'état. Vous voyez, la dernière base, il y a 15S, 11P, 4D, 3S plus des diffuses. C'est une base qui commence à devenir un peu grosse. Et vous voyez qu'on commence à converger vers le 27, vers la valeur de 27 et quelques. On n'est pas loin, 27,30. Mais si vous voulez faire le calcul proprement dans ce cas de figure-là, il vous faudrait une base qui soit énorme. Donc, ce n'est pas viable. Et surtout, ce qui n'est pas viable, c'est se dire où c'est que je vais positionner ma molécule par rapport à mon origine. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer de résoudre ce problème d'invariance de jauge, et c'est toute la difficulté des calculs de Raman en chimie quantique. Donc, comment on va choisir la jauge? Alors, ça veut dire en gros comment je vais positionner mon système par rapport à mon champ magnétique. Alors, si j'avais que des atomes, ça c'est facile. La position des noyaux, c'est la jauge naturelle. Sauf qu'on n'est pas avec des atomes, on est sur des molécules. Donc, sur une molécule, vous n'avez pas un choix unique possible. D'accord? Donc, il va falloir non pas utiliser une jauge, mais il va falloir travailler dans un système avec des jauges multiples. Ça, c'est la première difficulté. Donc, l'idée qui revient, c'est de partitionner la molécule et donc accessoirement de partitionner la fonction d'onde avec des fragments pour lesquels on va associer une jauge. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'avoir quelque chose qui va être le plus équilibré possible. Donc là, je suis en train de vous dire qu'on ne résout pas intégralement le problème de jauge. On le réduit au maximum, mais il n'est pas totalement résolu. Un exemple que je peux vous donner, c'est si vous prenez un calcul, on imagine que vous savez calculer les déplacements chimiques, vous ne faites pas attention à votre input. Je vous dis pour l'avoir vécu. Vous ne faites pas attention à votre input, vous calculez votre système, et pour une raison X ou Y, les coordonnées cartésiennes sont à 20, 20, 20. Vous êtes à 20 angstroms de votre origine de votre calcul. Alors, il y a possibilité, il suffirait juste de tout translater d'un vecteur de 20 angstroms pour que vous soyez quasiment sur l'origine. Et bien, on observe une différence de déplacement chimique. Le déplacement chimique n'est pas tout à fait bon. La dernière thèse que j'ai encadrée, on a eu ce souci. Avant qu'on se rende compte que finalement, alors, pour ceux qui utilisent le code Gaussian sans faire de la publicité, si vous ne mettez pas le mot-clé NOSIM, il ne touche pas à votre structure. Donc, si vous êtes en 20, 20, 20, il vous fait le calcul en 20, 20, 20. Si vous mettez le mot-clé NOSIM, il vous réoriente votre structure et en particulier, il vous la relocalise pas loin de l'origine. C'est-à-dire que ça sera équilibré autour de l'origine. Et bien, on a des différences de déplacement chimique qui apparaissent. Ce n'est pas gigantesque, on n'a pas 10 ppm d'écart sur un spectroproton. Mais on commence à avoir des petites différences apparaître. Donc ça veut dire que le problème de jauge n'est pas entièrement résolu. Il est bien résolu si vous êtes dans les bonnes conditions, c'est-à-dire si vous mettez votre molécule pas trop loin de votre champ magnétique, ça marchera. Mais si vous mettez dans des conditions où vous êtes quand même un peu à l'extrême, on peut avoir des soucis. Et le souci, je l'ai eu. C'était la même structure. Dans un cas, on a fait NOSIM, dans l'autre cas, on ne l'a pas fait. C'est-à-dire que d'un point de vue de la géométrie, on n'a rien changé. C'était la même géométrie et les déplacements chimiques n'étaient pas les mêmes. Si vous l'essayez un jour, faites le test.
Prenez une toute petite molécule et mettez-la à 100 angstroms de votre origine. Il va y avoir un petit souci. Alors, comment on va transformer la jauge? Alors, il y a plusieurs possibilités. Premièrement, vous appliquez votre changement de jauge de la manière suivante. On va juste rajouter un terme supplémentaire en exponentielle moins gamma R, où le gamma R est ce facteur de jauge. Soit vous allez l'appliquer sur la fonction onde ici, soit vous allez l'appliquer sur la newtonienne qui est ici. Et finalement, le terme de jauge, c'est comment je vais faire, entre guillemets, changer ma jauge d'une position R0 à R0'. Le terme, vous l'avez ici. Ça, c'est mon facteur de jauge qui me permet plus ou moins de corriger mes termes. Ça, on va oublier, ça n'a aucun intérêt. Ça, on va oublier aussi, ça n'a aucun intérêt. Tout ça, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Oui. 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 Si j'ai une molécule qui est hautement symétrique, par exemple, on prend l'éthane, je m'attends à avoir tous mes protons équivalents. D'accord? Si je ne dis pas de bêtises. Si tous les protons équivalents, par le calcul, je dois obtenir 6 valeurs de protons équivalentes. À l'erreur numérique P, on va dire. Mais au moins, au troisième chiffre significatif, je vais obtenir 6 fois la même chose. Si vous prenez, donc ça sera valable si tu prends l'éthane, on va dire, en mettant le centre de la molécule à l'origine. Je tiens vraiment compte de ma symétrie. Je peux ne pas vouloir tenir compte de la symétrie dans mon calcul. Si je prends la molécule d'éthane, que je la mets à 100 angstroms de ma symétrie, on fera le test. Je pense qu'on n'aura pas des protons complètement. Oui, non, mais après, il y en a d'autres. Hein. Non. L'environnement n'est pas le même. Non, parce que l'éthane, c'est un problème dynamique, là, maintenant. Ça tourne. Les CH3, le cas classique, donc vous avez, à part Sienna, vous avez tous fait le M1 ici. Lorsqu'on fait faire les calculs de RMN, il y a des méthyles. Quand vous calculez les méthyles, on voit bien que les 3 protons du méthyle sont calculés avec des valeurs complètement différentes. Sur n'importe quelle molécule, dès qu'il y a un méthyle, les 3 hydrogènes ils sortent à des endroits différents. Pourtant, la première chose à faire, c'est j'en fais la moyenne. Parce qu'ils bougent. Ou alors, il faudrait faire une dynamique et tenir compte de la dynamique. Il y a cet aspect-là. En général, aussi, on oublie. Mais ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Mais la notion de symétrie, tu dois la revoir apparaître. Si j'ai une molécule qui est symétrique, si je prends l'éthane, les CH3 à droite et le CH3 à gauche, je dois sortir les mêmes valeurs. Si je ne sors pas les mêmes valeurs, c'est que j'ai un souci. Mais peu importe que ce soit éclipsé ou décalé, ça c'est un autre problème. Éclipsé et décalé, c'est un problème de dynamique interne. C'est soit l'une, soit l'autre. Mais si tu veux te confronter à l'expérience, il faut faire l'une et l'autre et moyenner. C'est ça. Là, non, c'est me dire, j'ai une molécule qui est hautement symétrique. Si je pouvais calculer que la moitié de la molécule, ça irait bien. Sauf que je calcule toute la molécule. Première chose à vérifier, je vais prendre une molécule de type Ml6. Les 6 L sont équivalents. Si dans mon calcul, je ne trouve pas 6 valeurs de L identiques, c'est qu'il y a un souci. Le souci, ça peut être tout simplement que je suis mal orienté et mon système, sans faire. Ça, c'est des trucs, c'est les logiciels graphiques qui vous sortent à un endroit où on est à péter au chemin. Comme générer de la PDB, pour une raison X ou Y, on est en 20. Pourquoi il nous a mis là, on n'en sait rien, on n'a pas fait attention. Ça pourrait être rigolo. Regarder, faire l'éthane et le mettre à 100 angstroms de l'origine et voir ce que ça donne. Je pense qu'on aurait dit. Oui. Donc, avant de lancer un calcul de RMN, il faut toujours penser à recentrer la molécule. C'est maintenant ce que je dis. Moi, je fais toujours un calcul de RMN en étant correctement orienté. Enfin, en étant sur l'origine. Parfaitement. Après, si je suis à 5 angstroms de l'origine, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Hein. Mais quand je commence sérieusement à m'éloigner, il commence à y avoir des soucis. Ouais. Après, tout dépendra après la qualité du calcul. Moi, je cherche des calculs où je cherche le
le dixième de ppm. J'essaie d'être précis au dixième de ppm. Forcément, si je perds un dixième de ppm, ça peut être gênant. Si je fais 5,5 au lieu d'avoir 5,4, moi, ça m'inquiète. Certaines personnes, 5,5, 5,4, 5,6, ça leur suffit largement. Voilà. Après, dans l'absolu, que mon système soit à l'origine ou à 100 angstroms de l'origine, je dois obtenir le même résultat. Ok ? Alors, la transformation de jauge, en fait, on a la liberté d'appliquer le facteur de jauge soit sur la fonction d'onde, soit sur l'hamiltonien. Alors, si j'applique cette transformation sur l'hamiltonien sans changer la fonction d'onde, c'est pas très utile dans le sens où il va y avoir de nouveaux termes dans votre hamiltonien qui vont apparaître, donc des termes beaucoup plus courts, enfin, de nombreux termes à recalculer. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est ne pas toucher à l'hamiltonien, mais par contre, appliquer le facteur de jauge à la fonction d'onde. Et si vous êtes sur votre, dans un système moléculaire, vis-à-vis d'une fonction d'onde, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que notre fonction d'onde, elle est développée sur des orbitales moléculaires qui sont développées sur des orbitales atomiques. Donc, qu'est-ce qui a en général qui peut revenir assez facilement, c'est se dire, je vais appliquer ma transformation de jauge sur mes orbitales atomiques, attachées à chaque atome. D'accord? C'est-à-dire qu'en gros, on va générer un jeu de base perturbé par mon champ magnétique. Donc vous voyez, vous avez votre fonction de base, votre orbitale atomique qui mu0. Cette orbitale atomique, vous la transformez de la manière suivante. Donc là, vous avez ajouté votre facteur de jauge ici. C'est ce qu'on appelle des orbitales de London. Et vous êtes dans la méthode qu'on appelle Gauge Including Atomic Orbitals, GIAO. Ça veut dire quoi? Orbital atomique incluant la jauge. Donc il y a plusieurs traductions, mais je suis allé quand même vérifier. La traduction de GIAO, c'est ça, c'est que j'utilise des orbitales atomiques, et ces orbitales atomiques, on a mis le facteur de jauge dessus. Donc le facteur de jauge est accroché à chaque OA. Donc effectivement, il va y avoir des nouveaux calculs à faire. Votre développement ne va plus être le même, mais bon, ça reste quand même une méthode qui est relativement fiable. Pourquoi elle est fiable et utile? À cause de ça. C'est qu'elle converge très vite avec la base. Ce qui explique certains calculs où finalement les bases ne sont pas très grosses. Vous voyez là, le problème de HF, si vous êtes en double de zeta, bingo. Vous avez le résultat. Puis si vous augmentez la base, ça ne change pas grand-chose. Donc c'est une méthode, alors je ne fais pas la pub pour, moi je sais que c'est la méthode que j'utilise depuis maintenant une dizaine d'années, pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle converge très vite avec la base. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir des bases gigantesques pour avoir des résultats d'assez bonne qualité et surtout de qualité suffisante pour parler avec les expérimentateurs. Vous verrez dans les exemples que je vous donne, les bases, c'est de la double zeta avec de la polarisation. Je vais guère plus loin. Quand on veut pousser, on augmente un peu, mais on se rend compte que après le problème, c'est qu'on a une oscillation dans la convergence. C'est-à-dire que vous allez avoir par exemple un calcul avec une double zeta qui sera relativement bien. Vous voulez l'améliorer en augmentant la base, vous allez passer en triple zeta. Ah, vous allez largement augmenter le déplacement chimique. Ah, je vais faire autre chose, je vais rajouter de la diffuse, vous allez diminuer. Et en fait, vous allez avoir une convergence qui n'est pas monotone, mais elle va être oscillante autour de la valeur. Donc des fois, juste la petite base va suffire à faire le boulot correctement. Mais surtout, ce qui est important, c'est ça, c'est que ça converge très vite. C'est-à-dire, dès les premiers calculs, on n'est pas loin de la bonne valeur. D'accord? Donc ça, c'est vachement important. Après, est-ce que ça vaut le coup de dire ça? Non, ça n'a aucun intérêt. Vous les avez, je vous ai mis les équations qui correspondent au calcul si vous êtes dans un cas à un seul déterminant, ce qui est la plupart des calculs qu'on fait. On est dans des systèmes à couche fermée, donc monodéterminant à un seul déterminant. On n'est pas sur des états excités, ce genre de choses, donc c'est relativement simple. Là, je vous ai écrit les équations dans le cas d'Artrifoc. Pour la DFT, c'est guère plus compliqué. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les algorithmes qui sont derrière vont nécessiter un calcul de dérivés qui est relativement important, on a vu. On va utiliser ce qu'on appelle les méthodes de couplet-perturbed. Et en fait, ce sont les mêmes méthodes de calcul qu'on utilise pour calculer un haïtien.
Donc pourquoi je vous dis ça? C'est juste pour avoir une idée du temps de calcul. Un calcul de RMN coûte à peu près autant qu'un calcul de fréquence. À peu près. Après, il suffit de jouer sur les algorithmes pour que ça soit plus rapide d'un côté ou de l'autre. Mais grosso modo, on a à peu près ces choses-là. Un calcul de RMN, on va être sur les mêmes gammes de temps qu'un calcul de fréquence. Donc en général, on fait une optimisation de géométrie. Derrière, on calcule les fréquences pour vérifier qu'on a fait correctement son travail. Ça vous donne une idée de savoir si le calcul de RMN est envisageable ou pas. Alors, il n'y a pas que GIAO dans la vie. Vous verrez qu'il y a des gens qui font du GIAO. Là, je vous en ai cité, on va dire les plus connus. Alors, la première, c'est la méthode IGLO, où ça s'appelle, alors, pareil, la seule différence, c'est comment je vais mettre mon paramètre de jauge. Là, dans la méthode IGLO, on va mettre le paramètre de jauge sur des orbitales localisées. Alors, c'est la même chose que la méthode GIAO, sauf que maintenant, cette jauge va vous obliger à faire une étape de localisation de vos orbitales moléculaires. Alors, si dans le cas de GIAO, j'ai transformé mes orbitales atomiques, vous êtes d'accord, il va falloir que je recalcule mes intégrales. J'ai plus les intégrales bi-électroniques sont plus les mêmes, ces intégrales-là, j'ai changé mes orbitales atomiques, ces intégrales, il faut les recalculer. Dans l'approche IGLO, vu que je applique la jauge sur des orbitales moléculaires relocalisées, je n'ai pas recalculé ces intégrales. Donc je vais plus vite que la méthode GIAO. Le problème, c'est que l'invariance de jauge étant, on va dire, dépendante de la localisation de vos OM, il faut que vous ayez un algorithme de localisation d'orbitales moléculaires en béton armé. Ce qui est, dans les petits systèmes, ça fonctionne bien, mais dès que vous avez des systèmes qui commencent à devenir un peu gros, un peu compliqués, les méthodes de localisation vont avoir du mal. Donc là, vous allez avoir des soucis. Disons que c'est une méthode qui va fonctionner dans des cas relativement simples, entre guillemets, mais sur des systèmes qui vont devenir assez compliqués, où la partie relocalisation des orbitales moléculaires est compliquée, là, on va avoir des soucis. Donc, on va gagner du temps, mais on va perdre en précision. Ensuite, vous avez la méthode LORG. Je crois que plus personne l'utilise, celle-là, localized orbital, localized origin. Enfin, après, voilà, il n'y a que... Voilà. Où là, en fait, on va aussi retravailler sur les orbitales moléculaires et on va utiliser plutôt ce qu'on appelle les random phase approximation et on va plutôt travailler sur des approches perturbatives. C'est un peu ce qu'on fait lorsqu'on fait des calculs d'état excité. C'est un peu les mêmes approches, très peu utilisées. Ensuite, vous avez les deux méthodes qui sont plus ou moins les mêmes. Il y a IGAIM. Donc AIM, c'est Atoms in Molecules. C'est la théorie de Bader sur la relocalisation et sur ce genre de choses. Donc c'est Individual Jauge for Atoms in Molecules. Et après, vous avez CSGT qui est Complete Set of Gauge Transformation. Dans ce cas-là, on va travailler sur la densité de charge. Alors, dans ce cas, c'est un peu différent de la méthode GIAO, c'est que votre transformation de jauge, elle va s'appliquer sur la densité de courant sur chaque noyau. Il faut revenir un petit peu dans la physique du problème. À ma connaissance, ma biblio est loin d'être exhaustive depuis un certain temps. La méthode la plus employée est la méthode GIAO. C'est la seule, entre guillemets, qui montre une telle convergence rapide à la base. Tous les autres, vous voyez, si vous commencez à travailler sur les densités de charge, si vous commencez à travailler sur les densités de courant, vous êtes d'accord qu'il va y avoir une bonne reproduction. Donc là, vous allez avoir une dépendance à la base qui va être importante. Donc vous avez, je crois, la revue de Dios, elle est relativement exhaustive sur ces méthodes-là, ça peut vous donner l'information. Même si ça date de 96, les méthodes n'ont pas changé depuis, c'est toujours les mêmes. Donc déjà, ça vous permet d'avoir une idée de ce qu'on peut faire. De manière anecdotique, parce qu'il y a très peu de gens qui le font et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident à faire. Alors déjà, il y a très peu de gens qui le font d'un point de vue expérimental. On peut faire de la RMN sur des systèmes paramagnétiques. Donc c'est un peu particulier, il y a des techniques à mettre en place, mais c'est faisable. Et donc, comment on va calculer le terme de déplacement chimique et d'écrantage chimique dans ce cas-là? Les choses se compliquent un petit peu. Alors évidemment, on a besoin de calculer un terme diamagnétique, donc c'est là où il y a une manipulation à faire. Vous allez calculer le déplacement chimique de votre molécule si elle était diamagnétique. Il va falloir ajouter ou enlever un électron.
s'arranger comme ça. Et ensuite, on va rajouter des termes supplémentaires. En particulier, il y en a un qu'on appelle le terme de Fermi contact qui est ici, qui dépend de plusieurs choses, et en particulier qui dépend de ce A-ISO, qui n'est ni plus ni moins que le terme qu'on mesure lorsqu'on fait de la spectroscopie de type RPE. D'accord? C'est le couplage, les constantes de couplage hyperfort, c'est de la RPE. Donc on va utiliser les mêmes approches de calcul de RPE pour calculer ce terme de Fermi contact, et on va avoir un terme, alors qui est rajouté ici, pseudo contact, qu'il faudrait dans l'absolu rajouter, mais dans la plupart du temps, ce terme-là, on est capable de le. Donc il va falloir trouver une manière intelligente de calculer ce terme diamagnétique et être capable de calculer correctement ce terme de Fermi contact. Et accessoirement, et c'est là-dessus avec Laurent Marron, une fois on avait essayé de faire un calcul comme ça, et là où on a eu un souci, ensuite c'était sur les changements d'unité. On n'a jamais réussi à rajouter notre terme de Fermi contact. Ne me demandez pas pourquoi. On y a passé des heures et on n'était pas dans les bonnes unités, ça ne marchait pas. Je sais qu'on n'a pas commis d'erreur parce que j'ai fait du calcul RPE et on est capable de faire du calcul RPE aussi bien, si ce n'est mieux, que de la RMN. Donc le terme de constante de couplage hyper fin, il n'y a aucun souci, on sait le calculer correctement. C'est après, il y a un truc, il faudrait reprendre ça un peu plus local, mais il y aurait des choses à faire là-dessus. Parce qu'il y a des gens qui commencent à faire des jolies manips de RMN sur des systèmes paramagnétiques. Ça permet de donner des informations supplémentaires. Ok, donc c'est faisable, il y a juste un terme à rajouter. Dernier point, je pense qu'on pourrait arrêter là-dessus aujourd'hui, ça sera déjà pas mal, je pense que ça fait déjà suffisamment mal à la tête. Vous allez voir que ce point-là est relativement rapide dans mon traitement, donc c'est le couplage scalaire. C'est une interaction magnétique indirecte entre les spins nucléaires, mais cette fois-ci assistée par les électrons, et en particulier assistée par les électrons de liaison. C'est le petit dessin que vous avez là. Vous avez vos deux spins nucléaires, un à droite, un à gauche, et au milieu, vous avez les électrons qui sont là et qui sont responsables de la liaison chimique. Alors, c'est une dérivée seconde, encore une fois, à calculer, sauf que vous allez dériver par rapport au spin nucléaire maintenant. Vous voyez, je vous ai donné l'expression ici, JKL, vous avez la dérivée seconde de l'énergie par rapport au spin nucléaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la chose, vous allez voir, vous allez vite comprendre pourquoi. Il y a 4 contributions à cette dérivée seconde. Première contribution qui est reliée à ce qu'on appelle le terme de Fermi contact, qui est très proche de ce que je viens de vous expliciter. Ensuite, vous avez trois termes supplémentaires qui sont ce qu'ils sont. Le premier, c'est l'interaction spin-dipôle. Le deuxième, c'est là où ça devient un petit peu difficile, c'est la contribution diamagnétique du spin-orbite. Et la troisième, c'est la contribution paramagnétique du spin-orbite. Vous voyez la difficulté qu'on va avoir pour calculer le charge de terme. Si vous regardez les équations, l'avantage qu'il y a, B0 n'intervient pas. Donc on n'a pas de problème d'invariance de jauge, on est tranquille. Mais d'un autre côté, quand vous voyez tous les termes qu'il y a à calculer, il va falloir y mettre le paquet. En particulier, pour le Fermi contact et pour le spin dipôle, normalement, on va faire appel à ce qu'on appelle les opérateurs triplés. Et donc là, on est confronté à un problème d'instabilité de la fonction d'onde. Grosso modo, on ne peut pas faire de Hartree-Fock. Ça ne suffit pas. Sur Hartree-Fock, vous êtes en état singulier, vous restez sur votre état singulier. Si vous avez besoin d'avoir une composante triplée, votre calcul Hartree-Fock n'en tient pas compte. À la louche, alors je ne sais plus exactement comment ça sort, mais pour chaque noyau, il y a à peu près 10 calculs perturbationnels à faire, ce qui fait que ça va coûter un peu cher. Si vous voulez avoir une correcte représentation, c'est intéressant comme terme, représentation de la fonction delta, la fonction delta c'est la fonction qui est ici, là. Si vous voulez avoir une correcte, à ce moment-là, vous allez avoir un gros souci avec la base. La convergence est lente, ça veut dire qu'il va falloir utiliser des grosses bases. Et enfin, vous avez besoin d'avoir une méthode corrélée. Si la méthode Hartree-Fock ne suffit pas, il faut faire appel à une méthode corrélée. Donc MCSCF, cluster, etc. Ça, c'est pour avoir un calcul correct du couplage. Vous allez me dire, ouais, c'est vachement gentil votre truc, mais comment on fait? Ben, c'est la dernière phrase. On fait du calcul DFT. Et je vous ai dit que c'était une alternative pragmatique parce que ça marche assez bien. Ne me demandez pas pourquoi.
ça marche, c'est pas du tout. Enfin, c'est une méthode corrélée, certes, mais le problème de l'état triplé n'est pas résolu. Les problèmes de la base, on pourrait dire qu'on a les mêmes soucis. Il y a plein de choses comme ça avec la DFT qui font que la DFT marche très bien. Et on ne sait pas pourquoi. Et il n'y a pas que moi. Enfin, moi, c'était une question le jour de ma thèse. Donc, tu as utilisé P3Lib pour ta truc, ça marche vachement mieux que MP2. Est-ce que tu sais pourquoi? Non, c'est un spécialiste de la DFT qui me posait la question. Voilà, on est bête. Le genre de votre thèse. Donc, bon, après, voilà, j'ai dit non, je ne sais pas. Et donc, après, je suis allé voir la personne. J'ai dit, c'est quoi la réponse à ta question? Elle m'a dit, bah, si je te l'ai posée, c'est que je n'avais pas la réponse. Donc, attendez-vous à ça si vous faites une thèse. La question, je te pose les. Je n'ai pas la réponse, peut-être que toi, tu l'as maintenant. Et la DFT, bon, après, je ne veux pas dire qu'on ne comprend rien à la DFT, mais il y a des fois, on sait que des méthodes fonctionnent mieux, enfin des fonctionnels fonctionnent mieux, mais on n'a pas une idée du comment, du pourquoi, du parce que précisément. On sait que ça marche. Alors en DFT, j'ai dit c'est une alternative pragmatique, dans le sens où vous n'aurez pas le résultat exact de votre couplage J, mais vous serez au moins dans la bonne gamme. C'est-à-dire que si vous devez trouver un couplage à 1 kHz, votre calcul ne sera pas loin du 1 kHz. Si vous devez trouver un couplage à 10 Hz, votre calcul ne sera pas loin des 10 Hz, même si vous êtes à 50 Hz. Je veux dire. Vous serez peut-être à 50 Hz alors que vous devez trouver 10 Hz. C'est une erreur qui est énorme. Mais par rapport à 1000 Hz, vous serez quand même correctement positionné. Donc si vous voulez faire du couplage J, alors pourquoi je vous dis ça? C'est que si vous faites un peu une revue de littérature, des gens qui calculent les couplages J, il n'y en a pas tant que ça. Il y a très peu de références à des spectres. Et pourtant, si on était capable de calculer correctement nos couplages J, on aurait les déplacements chimiques qu'on sait bien calculer, les couplages J qu'on sait bien calculer. Il y aurait juste à mélanger tout ça et on serait capable de reproduire des spectres expérimentaux en tenant compte des couplages correctement. Chose qu'on ne sait pas faire. Mais dans l'absolu, si j'ai les déplacements chimiques et si j'ai les couplages, je sais que j'ai des triplés, des quadruplés, je fais apparaître mes couplages correctement, je reproduis un spectre expérimental jusqu'au couplage. Mais bon, le problème, c'est que calculer un couplage J, c'est très difficile. On a les bonnes tendances en DFT, mais on n'est pas quantitatif. Je vous montrerai demain qu'en déplacement chimique, on est quantitatif, plus que quantitatif. Là, on a des résultats qui sont de très bonne qualité. Eh ben, je pense que c'est pas mal d'arrêter là. C'était assez intense pour tout le monde. Donc pour la semaine prochaine, pour demain, je vous demande de regarder toute cette partie, donc la partie du transparence 50. C'est des applications, donc c'est des exemples que vous les regardiez déjà, histoire que vous imprégniez un petit peu de ce qu'il y a dedans. Il y a comme à l'habitude, il y a très peu d'informations, il y a besoin d'avoir un discours derrière. Mais déjà, si en regardant les chiffres, ce genre de choses, ça vous fait venir quelques questions, ce sera pas mal. Ok? Vous avez des questions ou pas? Le lipide. Hop. J'arrive. Celle-là? Non. Celle-là. C'est la position de mon carbone. Si je pouvais, c'est pas bon. Si je pouvais vous trouver la version PowerPoint, ça serait vachement mieux. Non, mais je vais lui montrer le PowerPoint parce que j'ai l'animation en PowerPoint. Voilà. Voilà. Alors, si j'arrive pas à afficher en plein écran, F5, c'est ça? Voilà. Voilà. Ça, c'est ma molécule. Le grand plateau qu'il y a ici, ça correspond aux atomes qui sont là. Donc, aux deutériums qui sont là. Je suis en train de regarder les éclatements quadrupolaires de tous ces deutériums-là. Celui-là, ça correspond à ce deutérium. Celui-là, ça correspond à ce deutérium. Et ainsi de suite. Pourquoi? C'est que dans une bicouche lipidique, je sais pas, il y a des lipides. Ça, c'est ce qu'il y a, on va dire, j'exagère un peu, au milieu. C'est la partie qui va être la plus mobile de mon système.
Donc si c'est la partie qui va être le plus mobile, c'est elle qui va avoir une valeur de S qui va être la plus proche de 0. Et ça va bouger dans tous les sens. Donc ça va être le plus proche de 0. Donc résultat des courses, vous voyez, tu vois ce qui se passe. Si ce terme-là est proche de 0, ça veut dire que mon éclatement quadrupolaire, il diminue. Plus un système est dynamique, plus l'éclatement quadrupolaire va diminuer. Et donc, quand je regarde le dernier point, donc celui-là, ça correspond. L'éclatement quadrupolaire qui est mesuré ici correspond à ce noyau-là. OK? C'est bon? Après, voilà, ça donne une information. Après, les spectres sont compliqués. Ils deviennent très rapidement compliqués, mais il y a une information. C'est pour ça que prendre un éclatement quadrupolaire expérimental sans se poser la question, c'est est-ce que mon système est dynamique ou pas, peut faire que le calcul qu'on fait où on est statique, on est complètement dans les choux. Parce qu'on ne tient pas compte de la dynamique. On va dire, ah, j'ai trouvé un éclatement quadrupolaire de 180, eux, ils le mesurent à, j'exagère, 30. Ça ne va pas. Ben si, c'est que le 180, il est bon. Si on a 30, c'est que ça bouge beaucoup. Et donc, on a un rétrécissement du fait de la dynamique du système.